Bienvenue sur le plateau de la Biomime Expo Digital Week. Nous sommes jeudi 10 décembre, quatrième jour de ce festival du biomimétisme et c'est la journée de la connaissance, de la recherche et du transfert de connaissances. Ça vient de nous être rappelé lors de cette séquence sur le paléo-biomimétisme, très important d'être capable de passer du passé justement au présent et à l'avenir, et ça passe par la formation, par l'enseignement, par l'éducation. C'est le sujet de notre émission de 14h30 qui va nous emmener jusqu'à 16h. On va parler d'enseignement avec des écoles qui sont à la pointe, qui sont le fer de lance de cette nouvelle génération d'écoles qui enseignent le biomimétisme, à cette nouvelle génération d'étudiants qui n'attendent que ça, d'être formés à ces méthodes du biomimétisme, parce que c'est très séduisant le biomimétisme, encore faut-il savoir comment l'attraper et quelle méthode il faut utiliser. Alors pour cela, je veux bien que nous saluions nos amis intervenants invités qui sont en duplex, avant de saluer ceux qui sont avec moi en plateau. Nous allons rejoindre, merci Sophie Mautrey, directrice des projets innovants, référente de la mineure environnement au sein de l'école SupBiotech. Bonjour Sophie Mautrey. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Je suis ravie. Merci. SupBiotech, régulièrement candidat au Biomime Challenge et régulièrement lauréat avec des équipes lauréates au Biomime Challenge. Juste au-dessus de vous, dans les cases, entre guillemets, pardon. Bonjour Johan Verstraet, directeur de ESME Sudria, une école d'ingénieurs. Bonjour Johan. Bonjour. À tes côtés, Johan, Paul Jouan. Bonjour Paul, responsable pédagogique, architecture d'intérieur et design. Là, on est chez LISA Paris. Bonjour à tous, bonjour Alain, merci de nous recevoir aujourd'hui. Et bonjour Naël Chekaf, étudiant du master Bio-Inspired Materials de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Bonjour Naël. Bonjour. On était avec Laurent Billon à l'instant ce matin. Évidemment un des référents du master à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et en plateau avec moi, vous voyez, je ne suis pas tout seul, c'est sympa, on réussit à mixer de la présence plateau et du duplex. On va commencer par ma gauche, par les femmes, excuse-moi Hugo, avec Geneviève Sangissen, responsable de la formation continue chez NC Les Ateliers. Bonjour Alain, merci d'être présent sur ce plateau. On est très très content d'accompagner Biomime encore cette année. Merci Geneviève et bonjour et merci Nathalie Raveau, chef de projet nationaux d'ingénierie pédagogique au sein du groupe IGS et peut-être encore plus ici en tant qu'expert pédagogie de HEP Éducation. Merci, bonjour Alain, ravi aussi d'être sur ce plateau parmi vous pour cette superbe semaine. Merci Nathalie. Et à ma droite, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, le célébrissime Hugo Bachelier du CEBIOS est particulièrement en charge, tu fais plein de choses au sein du CEBIOS, mais de la mission formation et animateur du réseau. Donc ça serait intéressant de t'entendre sur la dynamique. Merci Alain, bonjour. Il est très ému. Avec plaisir. Non, c'est formidable. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est avec toi Geneviève qu'on va démarrer. On va essayer de faire l'exercice suivant, si vous voulez bien. Peut-être pas tout à fait comme à l'école, où on va essayer de créer un brouhaha entre nous, une conversation entre nous. Et donc quand quelques-uns vont montrer les programmes pédagogiques de vos écoles respectives, on essaiera d'avoir des respirations pour des conversations entre nous, parce que probablement qu'on voudra comprendre quels sont les dénominateurs communs et les raisons qui expliquent cet attrait de ces jeunes générations d'étudiants pour le biomimétisme et ce qui est important à mettre en place pour les accompagner du mieux possible. Alors, je me tourne quand même vers NC Les Ateliers, parce que on a un représentant de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour sur le master matériaux bio-inspirés, mais l'autre grand master lancé très récemment, c'est celui d'NC Les Ateliers. Et là, on va être dans le domaine du design. Donc, merci Geneviève de nous raconter un petit peu ce qu'est ce master d'NC Les Ateliers.
Bonjour à tous, merci. Merci Alain. Alors des jeunes, mais pas que la jeune génération, moi je représente la formation continue de l'ENSI, donc c'est l'École nationale supérieure de création industrielle qui est à la Bastille, école d'État. Je suis responsable de la formation continue et donc mes étudiants actuellement ont plutôt de 24 à 54 ans. Voilà, donc tout à fait jeunes, mais effectivement ça touche beaucoup de générations. Nous avons eu l'opportunité de créer un Master of Science qui allie design et biomimétisme, qui a commencé en 2020. C'est le premier du genre en France parce qu'effectivement, on est sur le croisement de deux disciplines. L'idée, c'est d'inscrire la démarche dans un changement de paradigme par rapport à la conception. On dit que 70% des produits qui sont produits aujourd'hui, leur impact environnemental, il part de la conception en fait. Donc c'est vrai que ça nous paraissait important d'agir à ce niveau-là. Ça fait des années que l'école intègre le biomimétisme en formation initiale dans les cursus des étudiants, mais là on a décidé, impulsé par aussi le soutien du CEBIOS, du Musée d'Histoire Naturelle et de l'Institut des Futurs Souhaitables, de travailler sur un vrai diplôme qui soit concentré sur ce sujet-là. Donc on va allier dans ce diplôme deux choses. Le design, d'un point de vue qui est une discipline transversale. Il s'agit de faire collaborer ingénierie, sciences, marketing, technologie. Le design prend aussi en compte les usages, les cultures, l'acceptabilité des choses, c'est important. Et il sait gérer la complexité en approchant des sujets par la prise en compte des chaînes, des environnements, des systèmes. De l'autre côté, le biomimétisme, lui, tire son inspiration de la nature pour concevoir de façon plus vertueuse, plus soutenable. On en a beaucoup entendu parler cette semaine, je ne vais pas m'étaler sur sa définition, mais pour moi, il change notre rapport de concepteur au monde, notre rapport aussi d'homo faber. Il permet de faire différemment. Donc le croisement de ces disciplines, pour nous, était un moyen de changer la façon de concevoir et de consommer. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que la proposition, il faut aussi changer les habitudes des gens en face. L'enjeu de ce master, et notre raison de nous y engager, ça a vraiment été d'implémenter le biomimétisme dans tout type de pratique, que ce soit des gens qui soient des ingénieurs, des designers, des gens de communication, des managers, et puis de créer un dialogue entre ces différentes disciplines. Donc pour ce faire, nous avons créé un diplôme qui a l'ambition de former des chefs de projet en bio-inspiration et design. Donc l'idée, c'est pas de faire des biologistes ou des designers, mais plutôt de prendre des gens qui ont déjà un métier. Donc actuellement, dans la promotion, on a des gens qui sont écologues, urbanistes, ingénieurs, designers, architectes, consultants en innovation. Et on va leur permettre, grâce à des procédés, des méthodes et puis beaucoup de travail par le faire, par l'expérimentation et le projet, de changer leur façon de travailler. Voilà. Donc on a aussi, donc ça rencontre effectivement les aspirations de la société, des étudiants, et nous sommes portés dans ce projet, je finirai là-dessus, par donc l'impulsion formidable du CEBIOS, du Musée d'Histoire Naturelle et de l'Institut des Futurs Souhaitables, et par Biomime aussi, qui nous a toujours accompagnés également. Et c'est précieux parce qu'effectivement, que ce soit le design ou le biomimétisme, ce sont des disciplines insuffisamment connues en France encore aujourd'hui. J'ai même eu la chance d'intervenir dans le cadre du master et c'était vraiment une très bonne expérience aussi pour moi. Alors c'est effectivement, merci Geneviève de le rappeler, formation continue. Donc là pour le coup c'est vraiment le seul dans le genre à pouvoir s'adresser à des populations déjà professionnelles. Quelles sont les motivations de ces professionnels qui viennent voir et participer à ce master ENSI des ateliers? Alors pour le coup, nous sommes hybrides jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a sur la promotion actuelle, on est spécialisé dans les petites promotions aux ateliers, on est très cousu main. Et on a donc 13 élèves, dont 2 jeunes diplômés qui sortent de l'école et qui continuent leurs études et qui se mélangent avec des gens beaucoup plus expérimentés. Et ces personnes, en fait, sont non pas en reconversion, là c'est plutôt, on sent une prise de conscience, des gens qui ont un besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils font, de changer leur méthodologie, et puis un grand engagement vis-à-vis des générations futures et de leur métier. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une ou deux autres slides que tu voudrais montrer? Mais sinon, pendant ce temps-là, peut-être une réaction du côté de Subbiotech, Sophie Mautré, parce que là aussi, ça fait quelques années que vous avez pas mal d'étudiants qui s'intéressent au biomimétisme. Un retour de votre part, Sophie, sur les motivations et les aspirations de cette génération d'étudiants vis-à-vis du biomimétisme?
Alors, c'est vrai qu'en tant qu'école qui forme donc des ingénieurs en biotechnologie, c'est très naturel en fait pour nos élèves de s'intéresser au biomimétisme, puisque les biotechnologies, c'est aller chercher la technologie du vivant pour produire des biens, des services, etc. Donc finalement, c'est une démarche euh, qu'ils ont déjà en fait en arrivant à l'école, et on s'aperçoit d'ailleurs que même au lycée, ils sont déjà sensibilisés à cette démarche. Donc, nous, on n'est pas une formation diplômante au biomimétisme, mais par contre, on intègre vraiment cette démarche à différents niveaux dans l'école, et on a des élèves ultra motivés pour produire des solutions durables. Voilà, beaucoup de projets en économie circulaire aussi. Donc, ouais, c'est quelque chose de très naturel à Subbiotech. Merci Sophie. On revient dans un instant vers Subbiotech pour nous montrer ça et nous expliquer ça avec quelques diapos. Mais je voudrais profiter de votre présence à toutes et tous pour continuer un petit peu le tour de table avec, en allant du côté des ingénieurs et du côté de Johan Esme-Sudria. Et ensuite, Paul Jouan pour parler de l'école LISA. Les ingénieurs aussi s'intéresse, cher Johan, de plus en plus à cette technologie inspirée du vivant. Il y a aussi, tu sens là aussi un vrai courant d'intérêt pour cette approche du biomimétisme. Oui, en plus, c'est un outil qui est vraiment puissant pour faire comprendre tous les enjeux et les défis actuels de l'environnement. C'est ce contact avec la biodiversité quand vous êtes un ingénieur plutôt tourné vers les technologies. Donc, ce n'est pas forcément dans votre background. Et puis, il faut raccorder, puisque aujourd'hui, pour faire de la bio-inspiration, il faut, à un moment donné, s'intéresser au vivant. Il faut travailler avec... alors, on l'a vu ce matin, c'était intéressant, ces chercheurs qui, dans les stratégies, identifient des mécanismes, font des recherches, publient, partagent de la connaissance. Derrière, un ingénieur, lui, il arrive à un moment donné où il doit récupérer ces connaissances et les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on va dire que le métier d'ingénieur se complique un peu. On nous dit 60% des métiers n'existent pas encore, puisqu'il y a de la convergence dans le numérique, dans les formations. Donc vous avez le médical, vous avez l'impression 3D, etc. Tout ça se converge vers des nouveaux métiers. Et moi, je pense que dans ces nouveaux métiers, il y en aura beaucoup où on demandera des compétences en bio-inspiration, justement pour relever les défis. Et donc, on peut pas arriver comme ça sans une connaissance, sans un background pour venir collaborer et travailler sur de tels projets. Alors, merci Johan, on reste une seconde avec toi si tu veux bien. Comment on fait rentrer la biologie dans une école d'ingénieurs ? Alors, ça passe par des... Alors nous, on a plutôt une politique d'ouverture, c'est-à-dire que nos ingénieurs, puisqu'ils sont généralistes, doivent avoir cette compétence de s'ouvrir à des nouveaux domaines. Alors, qui dit ouverture dit choix, c'est-à-dire qu'on leur demande de choisir, on leur demande de découvrir et puis d'adhérer. Voilà, donc quand on leur a présenté le biomimétisme grâce à Hugo Bachelier, que je remercie pour son accompagnement, voilà, les élèves ont tout de suite adhéré, on a fait des ateliers et on les a emmenés tout doucement vers une méthodologie pour intégrer la bio-inspiration dans leurs projets technologiques ou de design, et en l'occurrence pas mal en biotechnologie, mais peut-être on en parlera tout à l'heure puisqu'on a un parcours commun avec Subbiotech. Alors peut-être aussi, Paul Jouan, une réaction là-dessus, sur les motivations et sur cette approche un peu hybride. Alors, vous êtes déjà un peu hybride chez LISA Paris, entre l'architecture d'intérieur, le design. Mais comment est-ce que vous faites pour combiner ces disciplines qui sont justement souvent mêlées quand on parle de bio-inspiration ? Oui, alors c'est vrai qu'à LISA, on a cette particularité de diplômer nos étudiants dans les deux matières, tant en architecture d'intérieur qu'en design. On a des partenariats et des projets de spécialité, de spécialisation qui arrivent à partir de la première année du master. Et donc, le panel de différents projets en partenariat qui sont proposés à nos étudiants donne une variété et des différentes réponses autant à l'échelle de l'architecture que du design.
Depuis maintenant, on va entamer la 5e année de projets liés au biomimétisme, grâce encore une fois au CBIOS et à cette collaboration avec Anne-Lyne Letard qui est intervenue pour la première fois il y a 4 ans à l'école. Et forcément, cette démarche, que ça vienne des jeunes générations, que ça vienne des enseignants de l'école qui sont tous des professionnels, cette préoccupation qui est liée à la bio-inspiration, bien sûr, et arriver avec cette proposition de travailler avec le CBIOS a été une évidence quand on est dans les domaines du design, de l'architecture d'intérieur, qu'on réfléchit aux usages et aux nouvelles façons d'habiter. Donc c'est vrai qu'à l'école, on a cette particularité qu'en 4e année, l'architecture d'intérieur et le design se rencontrent. C'est-à-dire que les enseignants travaillent en binôme ensemble sur des thématiques communes. Et c'est donc là qu'on a, dans le cadre des projets bio-inspirés, une approche qui est intéressante puisque, encore, je ne l'ai pas précisé, mais on a des approches de design global, c'est-à-dire que dans les projets auxquels les étudiants répondent à partir de la 4e année, ils ont une approche très transversale. Et on se rend compte que quand on parle d'écosystème, quand on parle justement de bio-inspiration, on prend en compte tout un écosystème qui est assez proche finalement de cette réflexion du design global, avec un secteur qui est bien sûr très spécifique. Mais nos étudiants, une fois qu'ils avaient compris la méthode qui est quand même assez spécifique, la méthode du biomimétisme, tout d'un coup arrivaient, parce qu'ils en maîtrisaient les outils, à répondre de manière très innovante à ces questions qui étaient soulevées, et dans des domaines bien sûr qui sont émergents aujourd'hui. Et en tant que designer, avec la responsabilité que portent les concepteurs aujourd'hui, on se doit d'être aussi dans ces domaines-là. Bien sûr, ça attire énormément les jeunes générations. Merci Paul. Effectivement, il faut toujours rappeler que le biomimétisme, la bio-inspiration, c'est surtout et souvent de la multi-inspiration, multi et pluridisciplinaire. On aura d'autres réactions, mais je voudrais qu'on retourne du côté de Subbiotech, chère Sophie, pour que vous nous expliquiez un peu concrètement, à travers, je crois, quelques diapos, ce que vous avez mis en place désormais à l'école en matière d'accompagnement et d'enseignement du biomimétisme. Très bien. Alors, sur la première diapositive, donc voilà. En fait, Subbiotech va former des élèves à devenir ingénieurs en biotechnologie sur 5 ans. Alors, j'ai mis quelques informations qui me semblent pertinentes. C'est que on s'ouvre à l'international à Subbiotech par différentes missions. Et d'ailleurs, à partir de la 3e année, tous les cours sont en anglais. Et on a aussi l'opportunité d'envoyer les élèves à l'étranger, ce qui ouvre aussi l'esprit sur d'autres façons d'apprendre, sur d'autres projets, sur d'autres façons de faire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, on a ce programme dont je suis la directrice, donc le Subbiotech Innovation Project, qui permet aux élèves, à partir de la 2e année, de développer un projet en équipe sur 4 années. Voilà, donc c'est là vraiment où on peut faire intervenir le biomimétisme. Dans la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, je voulais montrer que finalement, dans cette école, on forme des ingénieurs dans de nombreux secteurs, aussi bien la santé, la bioinformatique, la cosmétique, l'environnement, bien sûr, la nutrition et l'agroalimentaire, et que parallèlement, à travers le programme des projets, on développe des projets dans tous ces domaines, en fait. Voilà. Sur la suivante, je vous montre plus particulièrement comment on intègre le biomimétisme dans cette formation. Et en fait, dès la première année, on les resensibilise, parce qu'ils sont déjà, je pense, sensibilisés à travers le module biodiversité. Il y a un cours sur le biomimétisme, on les fait travailler sur des projets. Et ensuite, à partir de la 2e année, en intégrant le programme des projets et en travaillant en équipe, on leur demande d'aller trouver une solution aussi dans la nature, si c'est possible, à travers le développement de leur projet. En 3e année, on propose aussi aux admissions parallèles, on a des élèves en admission parallèle, on propose des ateliers avec plusieurs séances, 5 à 6 séances de travail sur donc un atelier vraiment dédié au biomimétisme avec un expert qui vient animer cet atelier. Et en fait, à travers le développement des projets,
on se fait aider, je dirais. On fait venir des extérieurs, des conférenciers, des experts en biomimétisme qui vont un peu coacher nos élèves sur le développement de leur projet. Et voilà, c'est vraiment à travers l'expérience et à travers le projet qu'on arrive à se former à Subiotech au biomimétisme. Et c'est vraiment par le concret. Alors, dans la suivante, voilà, ça montre les différentes phases du développement des projets. On a une première phase qui commence donc en deuxième année où on va conceptualiser son idée, on va identifier une problématique actuelle ou future avec des besoins bien identifiés et on va essayer de trouver une solution qui n'existe pas encore, c'est pour ça qu'on dit projet innovant, ou améliorer quelque chose d'existant pour répondre à cette problématique. En troisième année, on travaille le projet dans toutes ses dimensions, parce que c'est important d'aller faire une étude de marché, d'aller étudier la réglementation, évidemment de devenir un expert dans le domaine scientifique sur lequel on travaille, et on commence à réfléchir à sa solution en termes techniques. Et puis, on a un atelier aussi, c'est là où je disais qu'on travaille vraiment dans le concret. On a un atelier, un espace technologique qui permet de valider l'idée et de faire sa preuve de concept. Et puis, on a quelques projets. On gère une centaine de projets par an entre la deuxième et la cinquième année. Et chaque année, on a 1 à 2 projets qui vont être incubés. Alors nous, on va beaucoup travailler avec le dispositif Shaker et Booster du Génopole d'Evry. Et on a des projets qui sont incubés dans ce cadre-là parce que les élèves ont une envie de développer ce projet comme leur propre entreprise. Et je crois que j'ai mis une dernière diapo pour montrer que, voilà, quelques exemples de projets. Alors, je tenais à féliciter ILB qui a gagné le Biomime Challenge cette année et indirectement, je félicite les élèves de Subiotech qui ont participé au développement de ce projet pendant toute une année et qui ont travaillé très dur. Donc, je suis très, très contente que ce projet ait été mis à l'honneur. Et puis, évidemment, Champydro aussi, donc une solution pour dépolluer de façon naturelle les marées noires, qui a participé au Biomime Challenge cette année. Mais vous voyez, il y a plusieurs projets qui sont déjà passés par le Biomime Challenge et qui sont devenus des projets d'entreprise bien concrètes. Ben oui, d'ailleurs, bravo ILB et bravo Champydro. Ils étaient parmi les. Alors ILB a gagné le premier prix et Champydro était aussi en finale. Surtout que cette année, le niveau était encore monté d'un cran. Et c'est Aritis, Marion Canalet, oui, pour appuyer ce que tu viens de dire, Sophie, effectivement, a créé l'entreprise puisqu'elle était même dans l'émission Startup de mardi matin en tant qu'entrepreneur. J'ai juste une question sur les projets. On va revenir vers. Geneviève Sanginsen pour NC Les Ateliers. Le projet, c'est le même pendant 4 ans, Sophie. Et la deuxième question, c'est quelle part représente le biomimétisme au sein de l'ensemble des projets, à peu près? Oui, alors oui, le projet peut être le même pendant 4 ans. Évidemment, il y a des fois des aléas, changement d'équipe, changement de projet parce qu'il y a un verrou technologique qui peut pas être passé. Mais on a certains projets qui restent les mêmes pendant 4 ans et qui sortent de l'école et qui grandissent. Et puis, le biomimétisme représente une part de plus en plus importante des projets. Je dirais que on est presque à 50% finalement de nos projets qui intègrent vraiment cette démarche de façon plus ou moins directe. Mais oui, chaque année, on voit une progression dans la part des projets qui va utiliser cette démarche bio-inspirée. Merci Sophie. Donc Geneviève, vous aussi, vous travaillez en mode projet, évidemment, au sein d'Annecy Les Ateliers, et spécifiquement au sein de la formation continue du master, j'imagine. Oui, tout à fait. Allô ? Oui, bon, merci. Tout à fait. L'ANSSI, en fait, a été créé en mode projet depuis 1982. C'était la base fondatrice du projet pédagogique. Et en formation continue, on reprend ce principe-là. Donc, on travaille notamment sur le master. Il est sur un format de 18 mois. Il y a 6 mois où on est plutôt sur une approche. Alors, c'est du temps partiel pour que les professionnels, comme les étudiants, aient du temps pour la recherche et une pratique professionnelle en parallèle. Il y a 6 premiers mois où on est sur des ateliers théoriques et pratiques, mais d'exercices, d'échauffement et de prise d'informations.
6 mois de stage où ils vont devoir appliquer déjà en entreprise ce qu'ils ont appris pendant ces 6 mois. Et là, nous entrons dans la phase de partenariat industriel où ils vont travailler en groupe sur des projets. Alors, on va leur donner 6 semaines sur 6 mois pour développer un projet. Donc là, par exemple, je n'ai pas parlé du soutien des entreprises qui est évidemment essentiel quand on lance une formation, ne serait-ce que pour sa reconnaissance et puis aussi l'insertion professionnelle. Et on voit qu'il y a de nombreuses entreprises qui sont intéressées, notamment par exemple RTE, dont on a beaucoup entendu parler cette semaine, qui a pris le pari effectivement d'inscrire un de ses ingénieurs. Je salue Thibault aussi pour son courage de suivre cette première promotion. Mais on a aussi effectivement des gens comme L'Oréal qui vont nous aider pour le laboratoire. Et actuellement, sur les projets partenariaux, nous avons 3 projets qui se dessinent. Il y a un projet avec le CNES sur l'aérospatiale, sur la question de la soutenabilité, de la propreté de l'espace. C'est assez rassurant de savoir que le CNES s'intéresse avec le laboratoire d'innovation à ce sujet. NEHS, qui est un gros groupe qui concerne la santé, les mutuelles et la télémédication. Et puis aussi, il y a aussi les institutionnels. On travaille beaucoup à l'école. On a une chaire sur l'innovation publique. On prépare une chaire sur l'éco-conception. Mais effectivement, on a parmi nos projets de janvier la ville de Caen qui va travailler avec les étudiants sur une presqu'île bio-inspirée et 3 niveaux d'échelle de bio-inspiration dans la ville. C'est intéressant et rassurant en même temps de voir que c'est aussi un écosystème. D'ailleurs, RTE, L'Oréal, le CNES sont aussi partenaires du BioMexpo que du CBIOS. Et on salue François Spiro du CNES d'ailleurs, qui a depuis un an et demi officialisé une démarche en biomimétisme au sein du CNES. Et ne pas oublier que depuis l'observation spatiale, on peut aussi protéger la Terre et essayer d'anticiper des problèmes d'érosion de biodiversité ou de changement climatique. Du côté d'Esme Sudria, Johan, j'imagine que vous aussi, c'est juste pour faire un petit peu un tour d'horizon, cette approche en mode projet dans une école d'ingénieurs est assez développée, et y compris les partenariats avec les groupes industriels. Alors oui, tous les élèves ont en fin d'études un projet à mener avec une entreprise. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça les immerge complètement dans les domaines qui seront les leurs une fois diplômés. Mais ce mode projet, en fait, on le commence le plus tôt possible. Cette logique du projet, de l'organisation, de la gestion, du design, etc., sont des éléments très importants. Et puis, du coup, nous, ce qu'on a fait grâce à Hugo, c'était de commencer à entrer la bio-inspiration et cette acculturation autour du biomimétisme dès le cycle prépa de nos élèves. Et puis, on laisse ça diffuser et on a des très belles réussites. Moi, j'ai un élève là qui est en première année de cycle ingénieur et qui, grâce aux ateliers d'Hugo, en acculturation sur le biomimétisme, a développé une idée qui est aujourd'hui une start-up sur un système de détection des fuites d'eau sur les canalisations. Donc, il a été reconnu par ILEO, par exemple. Donc, il a gagné un prix et il est en développement de ce projet. Et ça, c'est juste la partie ressources, reconnaissance des ressources, protection, et puis aller jusqu'à régénérer, pourquoi pas. Et donc, on voit que ça l'a profondément intéressé et il a développé un projet. Et donc, oui, il faut faire pour développer aussi des compétences et pouvoir découvrir. Et d'ailleurs, nous, on a développé des petits ateliers, une association pour travailler avec des collégiens et des lycéens qui sont aussi très intéressés. Mais oui, il y a beaucoup d'ingénieurs, d'élèves ingénieurs ou de jeunes diplômés qui s'intéressent au biomimétisme et qui vont même plus loin, qui lancent des startups. On pense à Harold Guillemin pour Phoenix, pour ne citer qu'un exemple. Mais il y a beaucoup de startups, et d'ailleurs qui ont levé des fonds depuis quelques années, qui sont créés ou pilotés ou dirigés par des ingénieurs. On va rester avec toi, Johan, si tu veux bien, pour que tu nous décrives un peu concrètement comment Esme Sudria s'est organisée pour proposer un programme autour du biomimétisme. On te laisse dérouler quelques diapos pour qu'on comprenne concrètement ce que l'école propose comme approche et comme cursus, s'il te plaît. Oui, merci. Alors, j'avais préparé quelques diapositives. Je pense qu'on peut passer pour décrire un petit peu l'école. Voilà, c'est une école parisienne qui existe depuis 1905 et qui s'est intégrée dans des campus. Vous avez Lille, Bordeaux, Lyon. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu l'écosystème qui se joint aujourd'hui d'ailleurs sur le biomimétisme.
grâce au CBIOS et à différents acteurs, on est en train d'essayer de fédérer un groupe autour des formations sur le biomimétisme. Il y a aussi des entreprises qui s'y intéressent. Donc voilà, être en région, c'était intéressant, c'est cette notion d'écosystème. On peut passer ensuite, on a un cursus qui est, les élèves peuvent avoir une formation initiale, il y a de l'apprentissage, on a des bachelors qui permettent aux élèves d'être diplômés, de devenir ingénieurs généralistes. Donc ça, c'est les plusieurs voies aujourd'hui pour devenir ingénieur de l'ESME Sud-RIA. Moi, je suis particulièrement impliqué en tant que directeur de l'innovation pédagogique sur le premier cycle de formation de ces ingénieurs. Et donc, nous, on opère, je vous ai dit, par la notion d'ouverture, ouvrir les élèves à de nouveaux domaines. Et donc, on a l'innovation, l'énergie, on a les biotechnologies, puisque nous partageons un concours commun avec Subbiotech. Nous avons développé un système aussi, on part à l'international, on a des domaines d'approfondissement pour pouvoir optimiser son insertion professionnelle. Et puis, l'histoire du biomimétisme, c'est une vraie story, et je voulais la partager en fait. Et donc, si on peut passer à la slide suivante, je pense que... donc, nous, en tant qu'école d'ingénieurs du numérique, on s'est positionné récemment vis-à-vis des défis, des enjeux. Nous, on forme des ingénieurs pour relever ces défis, pour aller dans les entreprises et pour faire avancer les entreprises sur ces domaines-là. Donc, ils sont évidents pour nous, atténuer l'impact du changement climatique, se préparer au bouleversement énergétique et décarboner l'économie. Et donc, c'est un vrai mouvement de l'ensemble de l'école d'aller vers l'innovation responsable. Bon, et ça passe par des outils, des cursus à mettre en place. Et il se trouve que dans nos diplômés, nous sommes très fiers de dire que Harold Guimin, le fondateur de Phoenix, est un de nos diplômés. Et on a une histoire commune. Et ce qui est amusant, donc je vais vous laisser passer les slides. J'en ai préparé une. C'est ensuite encore. Voilà, ici. Alors, il faut savoir, en 2012, on ouvre le campus de Lille. En 2013, je développe le premier Fab Lab pour le cycle prépa et je développe des imprimantes 3D. Voilà, je me forme à l'impression 3D. Et j'ai un élève qui m'appelle. Il est dans son cursus, il a un projet avec son papa là, de pompe bio-inspirée. Il me demande d'imprimer des pièces. Donc, je me lance. Je fabrique ses pièces. Il gagne notre symposium là où il présente son projet. Et puis c'était le lancement de l'activité. Et puis on se retrouve en 2018 avec Dominique Boudin qui s'occupait de notre parcours innovation, qui va à la Biomexpo et qui me dit j'ai rencontré un jeune super sympa, hyper dynamique. Et puis c'était Harold qui était avec son projet. Avec son papa aussi sur Wavera et là on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là, et il était parti sur le biomimétisme. Il avait sur la création d'entreprise, sur des conceptions innovantes, et grâce à lui, et je le remercie parce que c'est lui qui nous a raccrochés au biomimétisme, et avec cette partie d'impression 3D où nous on se posait des questions sur les formes organiques, etc. Et grâce à ça on a lancé ce projet-là. Et puis à cette Biomimexpo, donc merci Alain, merci à la Biomimexpo, on a rencontré Hugo, et grâce à Hugo, sa réactivité, et puis on a monté nos premiers projets. Donc si vous passez la slide, vous verrez, on a développé des ateliers avec les élèves, et je pense que le premier élève qu'on voit de dos là, c'est Victor, qui aujourd'hui développe sa start-up là, sur l'économie d'eau, donc cette notion de ressources. Ça veut dire que pour un ingénieur en technologie, développer un système qui est quand même technologique, donc on ne va pas dire que c'est green quand même, mais avec un usage qui est protéger les ressources, eh bien on s'approche de quelque chose qui est bio-inspiré, on s'approche du biomimétisme, du durable, et ça c'était vraiment intéressant. Donc les élèves ont développé d'autres projets. Il y a un projet de prothèse low-tech qui pourrait être chauffé par un liquide qui récupérait de la chaleur du corps humain. Donc, grâce au système du pingouin et du manchot, et de la conservation de la température dans ses pattes. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose, il faut pousser. Et du coup, on a décidé de mettre en place une matière complète de bio-inspiration.
en cycle ingénieur et cette fois-ci dans un parcours, une majeure qui est biotech et santé parce que ça s'y prête bien, parce qu'on connaît bien l'expérience de Subbiotech qui fonctionne bien. Et là, on travaille, nous, sur la notion de système, puisque les ingénieurs travaillent sur les systèmes, ils connaissent bien. Le vivant est un système, mais il faut l'appréhender. Donc ça, c'est plus difficile. Donc il y a une acculturation sur le vivant. Il y a un entraînement à l'abstraction des mécanismes vivants et des stratégies. Et grâce à ça, on introduit ça dans des projets, dans des méthodes de créativité pour aller jusqu'au prototype, à la résolution de problèmes. Donc la première promo actuellement, ils sont 27. Ils sont, je pense, là connectés, puisqu'ils attendaient ça avec impatience, puisque du coup, dans les acteurs qui participent à leur formation, il y a tout le panel, vous tous, de la Biomime Expose et les spécialistes du biomimétisme qui échangeaient toute cette semaine fantastique. Et voilà, donc ça fait partie de ça. On a aussi la Chambre de commerce, on a David Ferron qui intervient pour expliquer comment on fait de la veille en bioinspiration. Donc il y a tous les articles scientifiques, mais il y a des entreprises qui travaillent sur le domaine et qui vont échanger des informations. Donc on va aller chercher ces informations pour être à jour. On a Biomime Plus, qui sont des personnes avec qui on collabore en Hauts-de-France, qui sont spécialisées cette fois-ci dans la gestion de projets bio-inspirés, qui est extrêmement intéressant aussi pour un ingénieur. Ça rentre dans le design thinking. Et donc voilà, on est en train de développer ça. Et il y a un challenge. Moi, j'ai dit aux élèves, écoutez, si votre projet il est bien, l'année prochaine, on vous inscrit sur le Biomime Challenge 2021. Voilà. Merci Johan. On va discuter de tout ça et bravo pour le dynamisme et ton implication personnelle, parce que c'est important les rencontres, encore faut-il derrière mettre en pratique. Bravo d'engager l'école dans cette voie du biomimétisme. Hugo, je me tourne vers Hugo Bachelier parce que Johan a parlé d'innovation pédagogique. Que faut-il faire de différent quand on enseigne, quand on doit enseigner, quand on veut enseigner le biomimétisme ? Alors c'est encore pas mal de sujets de recherche, hein. Ça pose beaucoup de questions, l'enseignement du biomimétisme. Évidemment, on peut l'enseigner de plein de manières différentes. Et jusqu'à maintenant, ça s'est déjà fait en fait. On va pas le redire ici, mais ça fait longtemps que ça existe, la bioinspiration. Ça fait longtemps qu'on s'y approche. Cette démarche d'aller regarder le vivant, c'est pas neuf. Et puis, avant même que le CBIOS se penche sur le sujet, il y a 4-5 ans, et d'autres acteurs et tout l'écosystème de la bioinspiration se penche sur le sujet, il y avait déjà des profs qui s'étaient saisis de la démarche, qui l'avaient intégrée dans les écoles d'ingé, qui l'avaient intégrée dans les écoles d'archi, qui l'amenaient, alors déjà souvent sous un angle on regarde le vivant sous l'aspect technique. Donc finalement, en fait, on vient juste amener le projet ou la pédagogie d'ingénierie, d'architecture, de design, souvent de conception quand même. C'est les écoles de conception qui voient un intérêt quand même beaucoup plus rapide, même si ça peut toucher toutes les formations. Et puis on invite à aller regarder un peu ce qui se fait dans le vivant. Donc voilà, pas énormément de changements, juste déjà une nouvelle ressource, un nouveau regard porté sur la donnée. Eh bien, on ne va pas uniquement regarder des publis de mécanique, on va aussi regarder un peu des publis de biologie, et puis on commence à se pencher là-dessus. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Y a tout l'aspect aussi méthodologie. Comment questionner le vivant, comment construire un dialogue avec les biologistes, comment avoir un dialogue interdisciplinaire, comment reporter aussi un regard critique même sur cette innovation, vu qu'on essaie de promouvoir un biomimétisme au service de la transition environnementale. Donc c'est aussi questionner la technique, c'est aussi questionner la manière de produire la technique. C'est questionner la pertinence parfois d'aller recopier ou pas la finalité de tout ça. Donc ça amène plein d'autres compétences nécessaires, l'esprit critique, les objets complexes, l'interdisciplinarité, le dialogue, la veille qui ont été cités aussi, aller échanger, dialoguer, trouver la donnée. Et puis plus profondément encore, et là c'est des questions qu'on va essayer un peu de poser avec différents partenaires, notamment EP, éducation, mais même d'autres. Qu'est-ce que veut dire vraiment une posture du biomiméticien? Alors, on peut évidemment construire peut-être un métier, le métier du biomiméticien. Pourquoi pas, ça peut faire sens. Qu'est-ce que vraiment le rôle du biomiméticien? Celui qui serait à l'interface entre les biologistes et l'industrie. Donc, ça construit un nouveau métier peut-être. Mais je pense aussi que le biomimétisme, ça doit être une posture personnelle et toujours cette réflexion en arrière-pensée qui, dans tous nos choix, vient questionner notre manière de faire. Et même, autrement, pas juste notre manière de regarder le projet, mais notre manière d'être. Notre manière d'être par rapport au projet. Et comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est aussi une transformation culturelle.
Et donc le biomimétisme, la transmission peut-être des véritables concepts du biomimétisme profond sont beaucoup par l'expérientiel, le sensible, la reconnexion avec notre humanité, et avec les concepts de notre proche en proche au niveau de la biosphère. Comment on vient reconnecter avec le vivant, comment on vient se questionner par rapport à la biodiversité qui nous entoure et comment les liens, on peut recréer des liens avec la biodiversité aussi. Donc c'est aussi une question d'attitude, d'aptitude et d'attitude. Peut-être, tu as parlé de HEP ou HEP, éducation. Peut-être, Nathalie, nous rappeler, de votre point de vue, quels sont quand même les outils ou les méthodes pour essayer de resensibiliser à ces enjeux et faire passer de la connaissance. Alors, en toute humilité, parce que par rapport, je dirais, aux écoles qui ont présenté leur cursus, on démarre. On a commencé à travailler il y a 2 ans, notamment avec Hugo, le Sybios, et puis l'Institut des futurs souhaitables. Et nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on est une alliance de 35 écoles et centres de formation. On est sur des métiers support de l'entreprise, et donc on ne pouvait pas rentrer dans tous les programmes. Donc l'idée qu'on a développée là déjà depuis une année, et que je vous présenterai, je pense, tout à l'heure, Alain, c'est d'utiliser, en fait, d'insuffler dans un parcours qui sera disponible pour tous nos apprenants, un parcours autour de nos compétences humaines qui sont liées donc justement à nos 3 valeurs qui sont le H, humanisme, le E, entrepreneuriat, et le P, professionnalisme, qui sont traduites en compétences humaines, et de faire résonner en fait ces compétences humaines sur le même rythme et en écho avec le fonctionnement du vivant. Donc on va vraiment travailler des aspects de posture qui vont venir en complément des formations dans tous nos programmes. Merci beaucoup Nathalie. Je voudrais qu'on aille du côté de Paul Jouan parce que probablement que ce que vient de rappeler Hugo en matière de philosophie, c'est la dimension artistique qui me fait penser à toi, Paul, parce qu'il y a une forme aussi de sensibilité dans la capacité à appréhender le biomimétisme. Donc merci de nous expliquer un petit peu comment du côté de l'ISA en matière d'architecture d'intérieur et de design, vous appréhendez la chose dans vos cursus. Avec ton micro, s'il te plaît, Paul. Merci. C'est vrai, il était pas branché. Donc c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure des 2 différentes approches, que ce soit l'architecture d'intérieur et le design, les différents intervenants de l'école, certains enseignants de l'école qui sont déjà impliqués dans ces questions-là et qui impulsent forcément des nouvelles réflexions au sein de l'école. Mais il y a une posture, et Geneviève en parlait tout à l'heure, une posture qui est celle d'être dans le faire quand on est designer. Il y a aussi cette question d'aller sur le terrain, d'avoir une posture empathique vis-à-vis finalement dans la posture qu'on peut avoir face au projet. Et c'est tout à fait une méthodologie qui est exploitée dans le cadre du biomimétisme, où à un moment donné, c'est le designer architecte d'intérieur peut intervenir un peu comme un chef d'orchestre qui va, par rapport à sa problématique et par rapport aux questions qu'il soulève dans son projet, sachant que je redis que les étudiants chez nous ont quand même déjà 4 ans d'études quand ils commencent à aborder ces questions-là. Donc, ils ont une maîtrise des outils, une maîtrise de la conception et des questions de design pour développer et communiquer les projets. Et ils sont en pleine mesure pour aller de l'avant et aller rencontrer les acteurs qui leur permettront de développer leur projet, là où une méthodologie du biomimétisme, et c'était aussi précédemment dit tout à l'heure, n'est pas forcément chose facile à développer dans un projet, dans une réalité de projet telle qu'on l'entend quand on est étudiant en 4e ou 5e année, où on attend qu'il y ait quand même des réponses. On peut être sur des projets expérimentaux qui n'ont pas forcément un aboutissement formel, matériel, mais une réflexion, et c'est tout l'intérêt de ce type de projet. Ce qui est intéressant aussi dans cette approche-là, qui peut être un peu complexe pour des étudiants quand même à intégrer dans leur projet sur des temps de projet qui sont relativement courts, des projets de 6 mois ou des projets d'1 an. Tout à l'heure, on parlait de projets de 4 ans. C'est qu'on fonctionne sur 2 volets. Le biomimétisme par rapport à nos spécialités qui arrivent à l'école à partir de la 4e année. On a plusieurs spécialités qui peuvent être choisies par nos étudiants, qui ne sont pas des spécialités qui feront d'eux des professionnels de ces
ces domaines-là en sortant de l'école, mais qui donneront plutôt une teinte à leur parcours professionnel. Et certains, du coup, dans cette découverte en 4e année, prolongeront et vont poursuivre en 5e année. Et c'est le cas des projets de biomimétisme. Là, pour l'instant, on voit beaucoup de projets qui défilent à l'écran, qui sont des projets de recherche, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est aller sur le terrain, c'est expérimenter, c'est découvrir ces nouveaux domaines. Mais là où ça ensuite se poursuit en 5e année, qui est notre master, tout d'un coup, on est sur une autre échelle de projet où l'architecture et le design sont clairement marchent ensemble dans les projets qui sont proposés. Mais c'est aussi 1 an de plus de connaissances et de culture projet pour nos étudiants qui fait qu'en 5e année, ils ont beaucoup plus de maîtrise de ces sujets-là et qu'on peut, cette fois-ci, là où peut-être qu'en première année, c'est une découverte pour eux, en 5e année, là, on commence à avoir des projets intéressants, d'une certaine envergure, avec des acteurs qui sont vraiment intervenus sur ces projets-là. En 5e année, ce sont aussi des projets en partenariat avec des entreprises. On travaille avec la recherche avancée de L'Oréal et c'était notre projet de diplôme de l'année dernière. Et forcément, en étant sur le campus directement, en rencontrant tous les acteurs de ce campus qui sont assez nombreux et qui ont des casquettes très différentes, et ben on arrivait à produire des projets dont je parlais tout à l'heure, qui sont des projets avec une approche globale, avec des réponses qui commencent à être innovantes et intéressantes et qui demandent qu'à être poursuivies après le diplôme. Merci Paul. Effectivement, on est là dans une forme d'aboutissement parce qu'ils sont déjà très bien éduqués et formés à toutes ces approches-là. Et c'est une forme de... Est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de projet de fin d'études? C'est comme ça que vous le positionner? Oui, pour certains. Ceux qui ont choisi effectivement de poursuivre en biomimétisme et de développer leur projet dans cette direction-là, ça devient leur projet de fin d'études. Et pour certains aussi, des démarrages dans la vie professionnelle voilà, certains sont partis, je pense à une étudiante l'année dernière, ça faisait partie des 2 projets qui étaient présentés là. Elle a fait un premier projet en 4e année qui était plutôt à l'échelle de l'objet et avec une certaine maîtrise de son projet, avec beaucoup d'imperfections. Et en 5e année, en fait, elle a eu un projet beaucoup plus large et aujourd'hui, elle est partie au Canada poursuivre son projet avec justement certains spécialistes et il me semble un complément de formation très spécifique au biomimétisme. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas, contrairement à l'ENSI, on n'a pas de diplôme qui diplôme nos étudiants spécifiquement en biomimétisme. Ça va donner des aspects à certains de leurs projets et ceux qui ont la volonté de poursuivre dans ces domaines-là, ils auront déjà eu des bases solides pour poursuivre. Dans un instant, on va aller du côté de Naël Chekaf, puisque Naël, dans notre panel, est un étudiant en cours du cursus. Mais juste avant de rejoindre Naël, je voudrais une réaction soit en plateau ici de Geneviève ou Nathalie sur cette idée que, pour essayer de comprendre si... peut-être sur la formation continue c'est différent, mais est-ce qu'on est plutôt dans une approche d'acculturation, j'ai envie de dire complémentaire, ou est-ce qu'on est plutôt dans une approche entrepreneuriale? C'est une question également pour Sophie Mautré, mais pour l'instant je voudrais qu'on reste en plateau. Quelle est l'étape d'après? C'est un projet d'entreprise ou c'est une forme, encore une fois, d'acculturation globale pour pouvoir mieux dialoguer avec différentes disciplines demain dans sa vie professionnelle? En fait, ça dépend des élèves, de ce qu'ils vont en retirer. Déjà, globalement, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'innovation pédagogique, effectivement, il y a des impacts, on le sent. Ce n'est pas des choses qui vont être forcément remarquables avec un panneau, mais par exemple, effectivement, nous, on s'appelle les ateliers. On a des ateliers bois, maquettes, plastique, où les gens fabriquent des prototypes. Aujourd'hui, Johan, notre responsable d'atelier numérique, a vu débarquer des étudiants avec des purées de légumes, de recyclage, d'épluchures ménagers, ou voilà, déjà des principes de recyclage. Les étudiants ont aussi créé des machines pour tester ces nouveaux matériaux. Donc voilà, on a déjà, il y a des choses qui changent dans les ateliers. Ensuite, on a une chaire innovation publique où on se pose des questions sur la modernisation de l'État. La question du biomimétisme rentre de plein fouet dans le
dans le sujet. On a même eu la chance d'être invité par France Stratégie pour présenter la formation. Autre chose, c'est vrai que l'ANSSI milite pour un design qui soit transversal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialisation. On le fait de façon globale. Donc le biomimétisme est intégré dans tout le cursus, à la fois par ce qui est enseigné, mais aussi par les gens qu'on va intégrer. Par exemple, dans les anciens étudiants de l'école, Marie-Sarah Adeni, qui a travaillé sur un projet avec les bactéries, était biologiste au départ. Voilà. On fait aussi des mélanges au niveau des profils. Donc voilà, ça c'est une première chose. Non, allez-y Nathalie, si vous voulez compléter. Nous, ça dépend un peu des degrés en fait de sensibilisation. On va avoir des cursus, on va faire de la culturation, donc on va utiliser un certain nombre, notamment le jeu que je présenterai, le jeu des principes du vivant. Et puis on a des incubateurs où là on a déjà des premiers, projets autour de la protection de l'environnement. On va remettre une deuxième couche et aller un peu plus loin, et donc les faire résonner sur des réflexions sur demain sur les business models bio-inspirés, etc. Et puis donc tout est autour vraiment de donner un peu ce parti pris et d'aller vers plus de biomimétisme dans l'ensemble de nos parcours. Peut-être Sophie Mautrey puis Naël Chekaf. Sophie, est-ce qu'on est quand je parlais de logique entrepreneuriale, c'était plutôt une logique entre guillemets jusqu'au boutiste, c'est-à-dire jusqu'où les étudiants chez Subbiotech qui s'intéressent à ce sujet veulent aller. Voilà. Alors, ça dépend. On a un peu comme Geneviève plusieurs cas de figure. Et des fois, ça vient pendant le développement du projet. Nous, on les fait beaucoup participer à des différents challenges. Et quand ils soumettent leur idée dans ces challenges, ils s'aperçoivent qu'il y a un intérêt, que ça suscite de la curiosité, qu'il y a un marché, et l'envie entrepreneuriale va grandir. Et on a des élèves qui, au fur et à mesure de ce parcours, veulent vraiment en faire un projet professionnel. Pour les autres, le programme leur permet d'acquérir des compétences de gestion de projet, un esprit entrepreneurial aussi, et une culture du biomimétisme, mais c'est pas forcément jusqu'au boutiste. Voilà, on a plusieurs cas de figure, et notre objectif, c'est pas forcément qu'ils sortent avec un projet d'entreprise, mais c'est vraiment d'acquérir des compétences et d'intégrer cette démarche pour leur futur professionnel, en fait. Et probablement aussi une aptitude à la pluridisciplinarité. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on rejoigne Naël. Naël, si tu es avec nous, ne me dis pas que tu suis un cours en parallèle. Oui. C'est presque fini. Si tu peux nous dire tout simplement, finalement, deux choses. Pourquoi tu as rejoint ce master en matériaux bio-inspirés à l'UPPA, et si tu le sais déjà, quels sont tes objectifs après ce master? Ça fait pas mal d'années que je suis, on peut dire, passionné par le biomimétisme et toutes ses applications. Et en fait, j'ai entendu parler du master donc, du professeur Billon pendant la Biomimexpo de 2016, je crois. C'était il y a 2 ans, donc, ou 2018. Ouais, 2018. Et j'ai entendu parler donc de ce master, et j'ai pu le rejoindre cette année puisqu'il a ouvert en septembre. Et c'était le bon timing en fait, parce que j'ai fini ma licence de biologie l'année dernière, et donc le master qui ouvre en septembre l'année suivante, c'est parfait. Voilà. Et moi, j'ai une formation de biologiste, et j'aimerais beaucoup travailler dans le monde du textile, technique, etc. Et donc ce master-là qui est spécialisé sur les matériaux, ça me permet en fait de faire un lien avec les matériaux et la biologie cellulaire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est important de faire des liens. Un mot complémentaire, si tu veux bien, en quelques mots, nous expliquer concrètement quels sont les modules d'enseignement, comment est-ce que vous avez la chance de croiser le professeur Laurent Billon de temps en temps. Enfin voilà, comment ça se passe, quels sont les différents modules qui vous sont proposés? Alors, donc on a plusieurs modules. Donc, c'est vraiment une formation qui est pluridisciplinaire.
On a par exemple un cours de biologie cellulaire, là, celui que je viens de quitter. On a aussi des cours sur les matériaux organiques, on a des cours sur les polymères, et on a des modules aussi. Donc en première partie d'année, on a fait un module qui était en fait approche du biomimétisme. Et donc il y avait justement Hugo qui est venu nous voir à Pau. Et on a aussi un module, c'est le projet BIM, donc du nom du master. Et en fait, c'est un projet dans lequel donc on s'implique par groupe de 2 ou 3. Et donc ça peut être des projets industriels ou des projets de recherche un peu plus fondamentaux. C'est un projet qui va durer donc sur l'année et il peut être suivi d'un stage en laboratoire, donc pareil à Pau, donc au sein de l'université. Et le professeur Bion, oui, on le croise assez souvent et puis il est très impliqué dans le master, donc voilà, c'est vraiment une formation que j'ai voulu faire et je regrette absolument pas d'avoir choisi cette formation-là. Merci beaucoup. Oui, on a eu la chance de la voir avec nous ce matin et c'est vrai que c'est tellement bluffant tous ces matériaux bioinspirés. Un dernier mot, Naël, si tu veux bien, après on revient en plateau. Mais pour savoir un petit peu ce qu'ont pu en penser tes amis et tes réseaux autour de toi quand tu as parlé de ce master en matériaux bioinspirés, juste pour essayer de savoir un petit peu si c'est perçu comme quelque chose d'un peu ovniesque ou vraiment le biomimétisme autour de toi est un sujet qui commence à intéresser de plus en plus. Alors, on a vraiment deux catégories de personnes, comme tu as pu le décrire juste avant. Donc, il y a ma famille, donc des personnes, on va dire, un peu plus âgées, etc., qui comprennent pas, en fait, juste bio-inspiré, savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et matériaux bio-inspirés, pour eux, c'est un peu fumeux, même. Mais d'un autre côté, j'ai des amis qui connaissent le biomimétisme par différents vecteurs. Oui, il y en a, la plupart, ils sont pas des sciences, donc ils connaissent pas trop. Et il y en a plusieurs qui ont découvert le biomimétisme avec Idriss Aberkan, je crois. Il en parle dans ses livres, et donc ils ont découvert ça, le biomimétisme à travers lui. Donc bon, les idées sont pas. En tout cas, ils connaissent le biomimétisme, et pour eux, c'est quelque chose qui est un peu science-fiction, novateur, etc. Mais en tout cas, à chaque fois que j'en parle, tout le monde est super intéressé, etc. Et genre, je peux en parler pendant des heures. Donc voilà, et ça les dérange pas. Donc j'imagine qu'ils sont intéressés. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un peu de biologie moléculaire qui t'attend sur l'autre écran. Mais tu peux rester aussi avec nous. On essaiera de revenir vers toi un peu plus tard. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Merci beaucoup, Naël. On revient en plateau parce que je crois que Geneviève voulait nous dire quelque chose. Oui, donc pour finir le deuxième point, c'était pour dire qu'effectivement sur le master Nature Inspired Design, le but est vraiment de faire des profils de gens qui vont faire rentrer le biomimétisme dans les entreprises, qui vont faire de l'évangélisation, qui vont pouvoir actionner véritablement dans la pratique le biomimétisme dans toutes sortes de projets de conception et de résolution de problèmes. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui se passe, c'est qu'aussi, nous, on forme un écosystème. On a un autre master qui s'appelle Création et technologie contemporaine, où il y a des architectes, des designers qui reviennent se former sur les nouvelles technologies. Et là aussi, il y a eu un impact du biomimétisme, c'est-à-dire qu'on voit aussi une aspiration montante sur les technologies modernes de biomimétisme et de bioinspiration. Et on voit aussi des échanges qui peuvent se faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi les gens qui travaillent sur ces sujets-là de façon passionnée, ils mettent régulièrement le doigt sur des sujets soit de recherche qui les mènent vers le doctorat, soit sur des sujets qui vont leur permettre de monter leur affaire, leur entreprise. Je pourrais par exemple citer Tony Joanneau, un designer textile qui est rentré dans le master en se disant on ne peut plus continuer à travailler sur du textile aussi polluant qu'on fait aujourd'hui. Lui, son métier, c'était de travailler sur l'ennoblissement textile et il a travaillé sur tous les moyens de la bio-inspiration, les bactéries, les teintures naturelles, pour effectivement trouver d'autres moyens de travailler sur la mode. Et aujourd'hui, il a un cabinet de conseil, il fait des expérimentations, il est en résidence chez Hermès, etc. etc. Voilà. Donc on a vraiment effectivement ces deux profils, soit des gens qui vont porter le message et l'implémenter dans les entreprises, soit des gens qui mettent le doigt sur quelque chose qui est vraiment hyper inspirant, qui va permettre de monter une start-up, de monter une entreprise, un cabinet conseil.
Merci beaucoup Geneviève. Je voudrais qu'on aille du côté de Nathalie Raveau, HEP Éducation, parce que Naël l'a un peu évoqué. C'est pas forcément un sujet encore très très connu, même si on y travaille d'arrache-pied depuis quelques années. Mais c'est une approche qui a un pouvoir de séduction quand même assez considérable, j'allais dire de réconciliation, mais un pouvoir de séduction assez considérable. Et notamment, vous, chez HEP Éducation, vous avez fait ça, basé sur les principes du vivant, pour avoir une forme de... C'est le nouveau jeu tendance pour Noël, c'est ça, mais pour avoir un apprentissage, y compris par le jeu. Emmanuel Joseph Dailly, au cours du début de la semaine, qui est anthropologue, nous a rappelé à quel point l'éducation, et notamment par exemple chez les primates dont elle nous a parlé, passe par le jeu. C'est un levier extrêmement puissant pour apprendre. Et donc, vous avez développé ce coffret. Merci de nous raconter un petit peu qui est HEP Éducation et ce que vous avez fait. Je crois que vous avez d'ailleurs une diapo pour nous expliquer ça, mais on est surtout là pour vous écouter. Merci. Alors oui, alors on l'a pas fait tout seul, hein, ce jeu. On l'a fait avec le Sybiose. Donc Hugo Bachelier qui est avec nous et Tariq Tchetchak de l'Institut des Futurs Souhaitables. On était une petite équipe projet et on a travaillé notamment, et c'est chez nous dans l'équipe, c'est Camille Bachelard qui est chef de projet innovation d'HEP Éducation qui a porté ce projet, qu'il a mené de A à Z. Donc effectivement, donc HEP c'est quoi ? C'est une alliance de 35 écoles et centres de formation en France. C'est 25 000 apprenants, ce sont des étudiants, des alternants, des personnes en formation continue. On a 25 campus et on est plutôt sur des métiers support de l'entreprise, type ressources humaines, commerciales, management, et on a aussi quelques filières spécialisées. Et donc, pour revenir sur ce que disait Naël, c'est ça, je crois, on avait deux types de publics. On avait des gens qui étaient vraiment, qui trouvaient donc tous ces sujets et on les a développés dans les écoles au sein de Green Campus, d'Eco-Campus Attitude, qui les intéressaient. Puis on avait des publics qui n'étaient pas fatalement captifs. Et donc on a décidé aussi de s'inscrire en complémentarité avec tout ce que faisaient nos écoles aujourd'hui et de les aider à mettre tout ça en musique. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé, et vraiment en toute humilité, nous on a apporté notre savoir faire d'ingénierie pédagogique et on a travaillé avec Hugo et Tariq sur la partie vraiment enseignement scientifique. Donc une des premières actions qu'on a lancées, c'était de travailler donc effectivement on va dire en ludopédagogie et d'utiliser le jeu pour faire découvrir les principes du vivant. Donc je ne sais pas si on peut mettre juste une petite diapo à l'écran. Voilà. Donc là, vous avez ce qui présente en fait HEP Éducation. Notre ambition, donc on a une ambition en fait de faire de nos apprenants des femmes et des hommes accomplis qui vont prendre leur avenir professionnel en main et puis qui souhaitent apporter une contribution positive de la société. Donc pour faire résonner en fait au sein de nos cursus les principes du vivant, on va avoir, on va dire, 3 outils: le jeu, un module de formation qu'on a co-créé avec Hugo, qui est un module de sensibilisation et qui s'appelle Vivant et moi, qui permet de créer des déclics, où on a formé donc au mois de décembre des formateurs pour, je dirais, derrière raisonner au sein de nos programmes. Et puis un parcours sur en fait des compétences humaines qui en fait traduisent nos 3 valeurs: humanisme, entrepreneuriat, et professionnalisme, qu'on déploiera à la rentrée en septembre 2021. Et effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça résonne autour de chaque compétence humaine, se fait l'écho sur le fonctionnement du vivant. Donc, si on revient sur le jeu, qui est un peu notre actualité, hein, puisqu'on l'a créé en Creative Commons, donc nos 3 partenaires, et il est disponible sur le site HEP Éducation. Et d'ailleurs, depuis lundi soir, on a déjà 250 téléchargements au click and play, donc c'est une belle réussite. Et puis, c'est bien tombé, la biomime, pour nous, je dirais, pour faire écho. Donc, je voulais présenter un petit film pour vous présenter en fait les principes du jeu. On constate que le vivant possède des ressources et des richesses qui sont infinies, dont on peut s'inspirer pour agir dans le respect de l'environnement.
En apprenant à mieux l'observer et à mieux faire avec lui, on peut avoir accès à une foule d'opportunités pour mieux communiquer, mieux fonctionner en équipe, mieux manager et également, bien sûr, accéder à davantage de créativité et d'innovation. HEP Éducation a été le moteur dans le développement de ce jeu en apportant l'expertise pédagogique aux côtés du CBIOS et de l'Institut des futurs souhaitables qui, eux, ont apporté l'expertise scientifique. C'est un sujet dont l'éducation en général doit s'emparer. Face aux crises écologiques et environnementales que nous subissons, l'éducation a un rôle à jouer, à la fois pour sensibiliser les apprenants, qui seront les futurs collaborateurs et managers de l'entreprise de demain, et également pour les doter des bons outils pour qu'ils puissent s'en emparer. Ce jeu va être déployé dans les écoles et centres de formation membres de HEP Éducation au travers de différents leviers, par l'intégration dans les modules pédagogiques LIFE qui ont pour objectif de sensibiliser les apprenants au vivant, par la formation de facilitateurs pour former des professeurs et des collaborateurs à l'utilisation du jeu, par l'organisation de sessions de jeu animées sur les différents campus en présentiel et en ligne, et également par l'intégration dans des modules de formation continue. Voilà, donc Camille qui a vraiment porté ce projet et un grand bravo pour elle. Donc juste pour que vous ayez un peu le principe, on va résoudre en fait à travers une situation, alors qui est liée soit au monde de l'entreprise, à une problématique ou plus personnelle, individuelle ou au territoire. Donc on va résoudre grâce et en s'inspirant au principe du vivant. Donc on est sur du jeu, donc on tire au sort une situation à résoudre, après on tire au sort des cartes du principe du vivant. J'en dis pas plus, mais juste que vous sachiez comment sont faites nos cartes. Et alors je sais pas si peut-être voilà, je bouge pas. En haut, en fait, tout en haut, on a la description, on a le titre du principe, on a la définition du principe. On a une illustration, donc pas sur ma main, mais juste à côté, avec un exemple concret tiré du vivant, pour vraiment qu'on ait une illustration du principe. Et puis en bleu, des pistes de suggestions pour nous aider à répondre et à résoudre la solution. C'est très ludique, c'est fun, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Je ne sais pas si toi, Hugo, tu veux compléter là-dessus quelque chose ? Je veux bien que Hugo Bachelier complète et ensuite qu'on retourne du côté notamment d'Esme Sudria et ensuite Subbiotech et Elisa, parce que cette idée de mise en situation pour chercher des solutions à des problèmes donnés, c'est probablement aussi un des principes des enseignements en matière d'accompagnement. Oui, mais félicitations, c'est vrai, à Eb pour d'avoir embarqué sur ce sujet-là. Et puis, enfin, vous pouvez le voir aussi, c'est un beau jeu, c'est vraiment une belle réalisation, je trouve. Ça s'inscrit sur les principes du vivant qui ne sont pas neufs, qui ont été écrits, certains ont été formalisés par Janine Benuis, et même avant elle. Tariq Tchekchak de l'Institut des futurs souhaitables avait notamment poussé encore d'autres principes, ils avaient essayé de les poser sur les cadrés, mais on pense que c'est un très beau levier, finalement, c'est presque le terreau du biomimétisme. Ces principes du vivant, le cahier des charges du vivant qui vient challenger la majeure partie de nos formations, que ce soit des designers, des ingénieurs, des architectes, mais même des écoles de commerce ou des organisations, comment on peut se poser les questions sous l'angle des principes du vivant. Alors nous, on les avait en tête, on les manipule en tant qu'experts des enjeux du biomimétisme. Maintenant, la question, c'était comment on peut l'amener de manière ludique et au plus grand nombre. Et ce jeu de cartes est peut-être une bonne opportunité d'aller un peu plus loin et de le transmettre. Absolument, c'est sûrement un excellent outil. Oui, je voudrais qu'on aille du côté d'Esme Sudria, du côté de Johan, parce que prendre les enjeux d'aujourd'hui comme des challenges pour aller chercher dans le vivant des solutions innovantes, j'imagine que ça fait aussi partie, j'ai presque envie de dire, du quotidien des principes pédagogiques dans une école d'ingénieurs et notamment sur une approche comme celle du biomimétisme, Johan. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, ces jeux de cartes et ces cartes des principes du vivant, donc félicitations parce que nous, on les utilise effectivement avec les élèves, mais on utilise aussi les cartes de Biomimicry et d'autres cartes qu'on peut trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que les cartes stratégie permettent d'aller vers les ressources, les cartes principes du vivant permettent d'aller vers un cadrage dans un projet, et donc vous avez une continuité pour mener les élèves à avoir les bonnes ressources. Si vous commencez un projet avec le vivant comme ressource, vous avancez. Si vous le cadrez avec les principes du vivant, eh bien vous avez soit quelque chose de durable,
soit quelque chose de respectueux du vivant, ce qui est déjà pas mal, et puis pourquoi pas quelque chose de biomimétique et d'innovant. Donc oui, ça c'est vraiment des choses qu'on utilise dans les projets. Alors, je complète ma réponse, ma question, Johan, sur comment dire, le questionnement du biomimétisme face aux enjeux. C'est-à-dire que, est-ce que, quand je parle des enjeux, je parle des grands enjeux de biodiversité, d'énergie, d'économie de matière, etc., qui sont évidemment des choses qui touchent aussi au monde de l'ingénieur. Est-ce que vous fonctionnez comme ça dans votre capacité à challenger les étudiants et les équipes d'étudiants sur des projets en biomimétisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt dans l'idée qu'on pose des enjeux sur la table et on cherche dans le vivant des solutions, ou est-ce qu'on est aussi dans l'autre sens, on se dit, tiens, il y a des qualités remarquables dans le vivant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Oui, tout à fait. C'est ça. Là, aujourd'hui, alors par exemple, là, j'ai les élèves qui travaillent en bionique sur les effecteurs robotiques. Voilà. Donc cette année, c'était un sujet qui les intéressait. Et l'idée, c'était d'aller trouver dans des choses qu'on utilise déjà mieux dans le vivant, en respectant la multifonctionnalité, l'économie de matière, l'économie d'énergie, une gestion des données intelligente. Donc, forcément, ça challenge. Là où on pourrait mettre une carte électronique, une pince, un moteur, il faut tout repenser, puisqu'il faut limiter les dépenses énergétiques, limiter le gaspillage d'informations, de matière, etc. Donc, forcément, le biomimétisme, en tout cas la volonté de faire du biomimétisme, va cadrer les projets et obliger les élèves à penser différemment. Et ça, c'est la vertu de la pédagogie aussi. Et donc, du coup, voilà, le pari est gagné. Merci, Johan. Peut-être Sophie Mautrey, du côté de Subbiotech, dans cette capacité, à travers le biomimétisme, à interpeller et challenger les défis de l'humanité. Oui, bah, c'est vrai que dans la première phase donc, de développement du projet, on leur dit souvent, bah, il faut voilà, se concentrer sur une problématique, mais en fait, on leur donne aussi le choix. C'est-à-dire qu'on a certains, élèves, qui partent d'une observation. Alors ils ont lu des publications sur certains organismes biologiques et ils ont, donc observé des phénomènes remarquables et ils souhaitent utiliser ces phénomènes remarquables pour en faire quelque chose et répondre ensuite à un besoin, qu'ils vont identifier dans un deuxième temps. Donc finalement, on utilise ces 2 démarches, soit, commencer par, définir, la problématique, les besoins associés, les solutions existantes, soit on part d'une observation parce qu'on a des élèves, oui, qui lisent pas mal de publications et là, il faut aller, trouver une application qui va résoudre un besoin. Je dirais que quand même la plupart des projets partent de la problématique, mais on a, peut-être 20 des projets qui vont, faire la démarche inverse. Mais évidemment, la bio-inspiration est le fil conducteur, commun. Peut-être pour donner un exemple concret, et tu compléteras, on en a déjà parlé il y a quelques jours, il se trouve que on a observé, nous, du côté de BioM Expo, du côté du BioM Challenge et dans notre veille stratégique toute l'année sur les innovations bio-inspirées, qu'il y a pas mal d'innovations bio-inspirées qui cherchent à proposer des substituts, notamment aux pesticides, aux herbicides, aux produits phytosanitaires qui sont utilisés abondamment dans l'agriculture ou dans d'autres cultures d'espace. Et il se trouve qu'il y a régulièrement des projets issus des élèves de Subbiotech qui cherchent des solutions inspirées du vivant pour proposer des substituts à ces produits chimiques. Exactement. Voilà, typiquement, ça c'est une illustration concrète. Il y a une oui. ou deux autres tendances comme ça? Alors c'est vrai que l'environnement et tous les problèmes liés, à l'environnement, ça intéresse, beaucoup nos élèves. On a aussi une mineure environnement, donc avec des cours dédiés sur l'environnement qui prend aussi plus d'importance. Après, comme on travaille dans différents domaines comme, l'agroalimentaire, on fait de l'innovation alimentaire, on essaye aussi de chercher des choses, naturelles, dans ces domaines-là.
La cosmétique aussi, on est d'ailleurs approché par des grands noms de la cosmétique pour essayer de proposer des solutions durables, bio-inspirées. Donc, on a plusieurs axes de travail, je dirais. Mais l'environnement et tout ce qui est trouver des alternatives aux produits chimiques, c'est vraiment, je dirais, le sujet qui va vraiment mobiliser nos élèves. Merci Sophie. Paul Jouan, peut-être du côté de Lisa. Là aussi, est-ce que tu peux nous révéler quelques grandes tendances en matière d'application ou de motivation pour les élèves en 4e ou 5e année qui s'intéressent au biomimétisme? Pour le dire autrement, c'est plutôt pour quoi faire? Quels sont les bénéfices qu'ils recherchent? Avec le micro, s'il te plaît, Paul. Chaque fois. Les bénéfices qu'ils cherchent, eux, je pense qu'au début, ils ne mesurent pas vraiment ce qu'ils vont découvrir. Par contre, d'un point de vue de la pédagogie et des enseignants, nous, on voit quelque chose d'assez porteur aussi dans cette démarche qui est, encore une fois, une démarche qui est très propre à la démarche d'un designer, celle de la démarche empathique dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'on est quand même face à des générations aujourd'hui qui sont beaucoup derrière leurs écrans, qui ont tendance à faire un certain nombre de recherches et d'analyses à partir de chez eux, sans aller vraiment sur le terrain. Et c'est vrai que le biomimétisme oblige et à un moment donné, les sujets les dépassent tellement puisqu'il s'agit de sujets souvent très techniques ou des domaines qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Ils sont obligés finalement de solliciter un certain nombre d'acteurs et du coup de sortir de leur zone de confort pour aller se confronter au terrain et à cette complexité du projet. Et en termes de pédagogie, c'est, je trouve, là où ils ressortent assez fort de cette expérience, parce que ce qu'on peut appliquer au domaine finalement du biomimétisme, ils pourront l'appliquer aussi par ailleurs dans leur démarche plus globale d'architecte d'intérieur et designer, parce qu'on travaille avant tout pour les autres. Moi, je crois aussi beaucoup au fait que pour innover, il faut, si on invente son outil, on a beaucoup plus de chances d'innover. Et ce que nous apporte le vivant aujourd'hui et les rencontres que suscite justement une démarche bio-inspirée fait qu'à un moment donné, on va concevoir un outil, une méthodologie qui va être spécifique au projet de l'étudiant et qu'à un moment donné, par le fait d'une transposition, on va retomber sur des projets concrets, des projets formels, des projets qui se matérialisent dans notre quotidien. Merci Paul. Hugo Bachelier, qu'est-ce qu'on cherche dans le biomimétisme? Ouais, alors je ne vais pas évidemment parler au nom de tous les étudiants ou tous les profs, parce qu'il y a une grande diversité avec plein de profils de gens qui s'intéressent à la bio-inspiration de manière distincte. Surtout, le terme fait un peu polémique aussi entre la sémantique de la biomimétique, le biomimétisme. Et il y a plein de gens qui trouvent déjà un intérêt intellectuel très très riche. C'est souvent passionnant en fait de se pencher sur le vivant. J'avais parlé avec un ingénieur, un chercheur qui me disait que quand il avait commencé à se pencher sur les modèles du vivant, c'était comme s'il passait du noir et blanc à la couleur, quoi. C'était un nouvel univers qu'il découvrait. Souvent, c'est des portes ouvertes très, très, très intéressantes, techniquement, scientifiquement, intellectuellement. Derrière aussi, il y a une vague de plus en plus forte que vous aurez sûrement pas manqué, mais d'une mouvance de jeunes et de moins jeunes qui ont pris conscience, en fait, notamment aussi par la crise du Covid, mais pas que, de la limite des ressources, de la limite voilà, on a compris la finitude de la planète Terre, on est dans cette période-là. Et d'aller se pencher vers le vivant c'est une véritable voie de sortie. Alors c'était un signal faible, maintenant ça l'est presque plus du tout. Voilà, par exemple, là j'ai entre les mains le dernier Social Terre qui est sorti avant-hier, hier même je crois, renouer avec le vivant avec Baptiste Morisot. C'est un vrai sujet. Voilà, il y a cette vague de fond de vouloir se retourner vers la biodiversité, vers le vivant, de se pencher sur ces solutions-là et ces questionnements-là. Alors après, il y a aussi pas mal d'autres thématiques qui sont en train de monter. On en a parlé, la low-tech. On va avoir toutes les réflexions sur les nouveaux systèmes économiques, les nouveaux modèles économiques, et de se re-questionner la place du vivant dans tout ça. Et je pense que les jeunes, mais même là j'accompagne beaucoup d'écoles, sont tous en train de revoir leur copie sur comment positionner, et ils voient une porte, une véritable outil pour accompagner ces réflexions-là.
Merci, bravo. Socialter, partenaire de BioMexpo et un très beau numéro. Oui, un complément de réponse, Geneviève et Nathalie probablement. Oui, d'ailleurs, je salue Socialter aussi parce qu'effectivement, on a plusieurs de nos anciens étudiants qui témoignent dans ce numéro. Je pense que de notre côté, c'est vrai qu'on constate chez les designers, chez les jeunes designers et les plus âgés, un intérêt pour la science, une fascination pour les technologies de la science, mais surtout pour ce qu'on en fait. Il y a un émerveillement aussi par rapport au sujet du vivant, mais ça renvoie aussi, ça a un écho très fort sur un investissement moral et social, sur un engagement citoyen. On sent très bien qu'effectivement, on va beaucoup plus loin que... Voilà, c'est plus un métier, c'est plus une discipline, ils sont engagés dans leur conception. On a une étudiante, par exemple, comme Louise Raguet, qui est maintenant diplômée de l'école, qui a travaillé sur les cycles de l'urine, qu'elle a croisé effectivement avec la question de la place de la femme dans la ville, comment effectivement on peut relier finalement certaines choses, à la fois des modes de vie, des modes d'acceptation, mais aussi de l'économie circulaire. Voilà. Nous, on constate aussi toutes ces tendances avec ces jeunes qui arrivent chez nous, donc qui sont de plus en plus sensibilisés. Et puis, je dirais aussi, ce qu'on constate, c'est que c'est le maillon aussi qui permet de transmettre tous ces aspects-là dans nos cours. Ce sont nos formateurs qui, aujourd'hui, de plus en plus, s'inscrivent dans nos cycles de formation sur ces sujets-là, et puis qui vont vraiment, on va dire, donc sur le jeu notamment, déployer et intégrer en fait cette modalité pédagogique via le jeu pour faire découvrir le biomimétisme et l'intégrer dans leurs cours. Donc on sent qu'il y a cette appétence aussi et que c'est en fait un mouvement qui est en train de démarrer. C'est un mouvement, tant mieux. Je voudrais qu'on profite des quelques dernières minutes pour... alors Naël, puisque tu es encore là. Oui, il a levé la tête, oh, il est attentif. Je ne sais pas si tu peux décrire en quelques mots tes motivations au-delà de la connaissance scientifique, technique, mais Hugo, d'une certaine manière, a parlé de mise en résonance et de prise de conscience. Peut-être un mot complémentaire de ta part sur cette idée des motivations en matière de biomimétisme. Qu'est-ce que tu cherches dans le biomimétisme, Naël ? Alors, plusieurs choses. Donc déjà, c'est toute la prise de conscience, effectivement, autour de... sans aller trop loin, du réchauffement climatique global, etc., du peu de solutions qu'offrent les technologies actuelles, etc. Ça rejoint aussi la formation qu'on a eue avec Hugo au début de l'année. On a parlé donc... on a parlé un peu de collapsologie, etc. Et c'est vrai que c'est un peu brutal, ça fait ouvrir les yeux. Et j'avais entendu les mêmes choses lors de la BioMexpo en 2018. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, j'ai pas forcément les mots pour en parler comme ça, mais faut faire quelque chose, quoi. Et en même temps, si on peut prendre part au projet de manière active et d'en faire notre métier, c'est vraiment une opportunité incroyable. Et ouais, voilà, sinon, c'est une j'ai quête. pas forcément les mots pour en parler plus que ça. C'est une quête, c'est vrai qu'on le rappelle souvent. Ce qui est nouveau, c'est pas nécessairement le biomimétisme en tant que tel, c'est une approche déjà assez ancienne, mais ce qui est nouveau, c'est évidemment nos enjeux et le caractère urgent et vital de nos enjeux. Et c'est parce que ces enjeux sont vitaux aujourd'hui, probablement qu'on parle de plus en plus de biomimétisme, parce que le vivant, lui, a et est bien souvent la solution. Je voudrais qu'on termine sur les 5 dernières minutes sur une question un peu inversée, pour savoir ce que, du côté du corps enseignant, ça vous apprend à vous, le biomimétisme, ce que vous apprenez soit des jeunes qui vous interpellent sur le sujet, soit ce que ça vous apprend en matière de réinterrogation de vos modèles pédagogiques. Geneviève ? Ah bien, je crois que ce que j'en retiendrai principalement, c'est qu'il faut rester humble, en fait. Ce sont des problèmes extrêmement complexes qui mettent en jeu énormément de choses qui interagissent. On ne peut pas tout maîtriser, y compris au niveau de ce qu'on transmet. Donc on est dans un processus itératif.
On essaie de rester dans un processus critique aussi, avec certaines valeurs éthiques, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le vivant. Et même en étant attentif, en étant scrupuleux d'une certaine éthique scientifique et pédagogique, on se rend compte qu'effectivement, on ne maîtrise pas tout. Donc, on essaie tout le temps de garder l'œil sur le compteur, de voir où on en est. Enfin, le compteur de vitesse, est-ce qu'on va trop vite, trop doucement? Est-ce qu'on consomme trop ou est-ce qu'on ne consomme pas assez? Est-ce qu'on donne les bonnes ressources? Donc, vraiment, pour moi, c'est une question d'humilité par rapport à tout ce qui se passe et notamment par rapport à notre environnement, parce qu'on parle beaucoup d'anthropocène aujourd'hui, mais en vérité, c'est quoi notre impact et qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner ou changer les choses? Oui, c'est une bonne interrogation. Peut-être, allez, Sophie Mautrey, Johan Verstraete et Paul Jouan, qu'est-ce que ça vous apprend à vous du côté du corps enseignant? Alors, moi, je résumerais ça par un mot, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que depuis que je travaille au contact des élèves qui développent ces projets, je trouve que ça laisse entrevoir des solutions intelligentes et que la bio-inspiration nous apporte de l'optimisme. Il faut rester très humble, je suis d'accord, mais voilà, on voit que dans la nature, il y a des choses qui sont bien faites et que ça peut nous permettre, nous, de résoudre des problèmes de façon plus durable et plus écologique. Donc voilà, c'est le mot qui me vient en tête, en fait. Non, mais on prend, ça fait du bien aussi. Peut-être, Johan, qu'est-ce que ça change dans la façon d'enseigner dans une école d'ingénieurs? Alors, ce sont des cours réjouissants, ça c'est vrai. Et sur ce point de l'aspect anxiogène des défis qui nous attendent, c'est vrai que c'est un point important pour ces jeunes qui portent des masques, qui ne vont pas en cours. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été aussi présent. Et je pense que ça leur fait plaisir aussi. Et moi, ce que je trouve sur la posture de l'enseignant, c'est qu'on se retrouve à réapprendre en même temps que l'apprenant. Donc, on se remet en cause tous les jours. Et c'est le meilleur cours. Voilà, c'est le meilleur, c'est revenir aussi à découvrir des choses, se jeter à l'eau. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ça. Et je pense que mes collaborateurs également, on trouve un vrai plaisir à introduire cette biodiversité, le vivant, dans tous nos matières et nos cursus. Merci Johan. Paul Jouan, je suis désolé, c'est pas le questionnaire de fin d'émission, mais quand même, est-ce qu'il y a un ou deux trucs qui t'ont surpris ces dernières années dans ce rapport au biomimétisme et à travers le rapport aux étudiants qui s'intéressent à ça? Quel a été l'effet boomerang de cet enseignement au biomimétisme? Eh ben, l'effet boomerang, bon, déjà, je rejoins tout ce qui a été dit avant, bien sûr, c'est un grand optimisme, en fait, dans notre responsabilité face à une production des futurs professionnels que vont devenir nos étudiants. Je trouve que ça a un aspect aussi assez intéressant pour notre profession, c'est que ça renvoie aussi à la question des limites de certains systèmes biologiques qui ne sont pas forcément non plus adaptables systématiquement dans nos vies et dans les contextes économiques dans lesquels on évolue, et que ça nous repose la question aussi dans l'autre sens d'une industrie traditionnelle, à quel point justement en comparaison avec une approche bio-inspirée, parfois quels sont les choix qui doivent être faits par nos futurs concepteurs et comment la part de l'un peut enrichir l'autre, et qu'il ne s'agit pas complètement d'annuler l'industrie traditionnelle telle qu'on la connaît, mais que c'est vraiment un jeu d'intelligence et d'équilibre où aujourd'hui il ne s'agit pas de faire table rase de tout ce que l'homme a créé jusqu'à aujourd'hui, mais de trouver un équilibre avec toute la dimension positive qu'apporte le biomimétisme aujourd'hui. Pardon, j'ai une deuxième question un peu politique, pardon, répondra qui veut. Mais ça a été évoqué par plusieurs, dont Laurent Billon ce matin. Est-ce que vous souffrez, est-ce que vous avez besoin de compenser post-bac une trop faible présence de la biologie jusqu'au bac? Est-ce que, pour le dire autrement, vous ramez un peu dans l'enseignement supérieur à essayer de réintégrer du vivant, là où peut-être il a été un peu trop oublié dans l'enseignement, on va dire, généraliste jusqu'au bac ces dernières années? Tintintin. Alors, j'aurais peut-être pas dû, hein, il est 59, mais juste un avis.
Alors moi, j'ai peut-être juste un avis, mais là, à voir avec les écoles, mais souvent, en fait, il n'y a pas d'enseignants en biologie aussi dans les écoles qui introduisent le biomimétisme tout d'un coup. Donc la biologie n'était jamais présente. Donc même pour eux, c'est un effort conséquent de se réintroduire dans ces domaines-là. Alors pas uniquement les étudiants qui, de toute façon, oui, ont peut-être une lacune vis-à-vis de ça, mais même au niveau du corps enseignant, à mon avis, il y a un gros travail pour soit embaucher, soit monter en compétence sur ces thématiques-là. Alors dit autrement, est-ce que c'est aussi dans ce cas-là l'occasion d'une forme de redécouverte en enseignement supérieur de ces aspects de la biologie ? Redécouverte certainement. Après, moi, je dirais que notre façon de réagir, en tout cas en ce qui concerne l'ANSSI, c'est de travailler toujours en agrégation des compétences et articulation. Parce que finalement, on ne va pas former des biologistes aussi bien fait soit les têtes de nos étudiants. On va pas. Voilà, l'idée c'est pas d'en faire des biologistes, mais plutôt d'apprendre aux gens à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Donc, par exemple, la première semaine d'immersion du master, elle est à la station marine de Concarneau. Ils vont rencontrer tous les scientifiques et comprendre les tenants et les aboutissants, les conditions de la recherche. Comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se pratique, quels sont leurs enjeux et leurs limites, et aussi toutes leurs possibilités. Et vraiment, pour nous, c'est vraiment une question de collaboration, et je pense que pour beaucoup de métiers, c'est l'enjeu principal. Et c'est un des principes du vivant. Bah écoutez, merci beaucoup et merci pour cette démonstration de vos engagements, de votre motivation, de votre enthousiasme. C'est vrai que et Biomimexpo, on essaie de l'exprimer aussi. Ça donne un peu la pêche, le biomimétisme. On garde le rythme et l'énergie. Merci beaucoup pour cette belle émission. Je remercie sur le plateau Geneviève Sangicène. Mais on dit Seine à la fin, c'est bien ça ? Sangicène, parce que j'ai toujours un doute, pardon Geneviève. NC Les Ateliers, Nathalie Raveau pour HEP Éducation, Hugo Bachelier pour le CBIOS, et on était en duplex avec Sophie Mautré pour Subbiotech, Johan Verstret pour Esme Sudria, Paul Jouan pour LISA et Naël Chekaf qui est étudiant au master de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Merci beaucoup. On va poursuivre tout à l'heure à 16h30, un peu dans la continuité de ce qu'on s'est dit là, à la découverte de 5 métiers étonnants. Vous verrez un prof de physique comme vous ne l'avez jamais vu, métier chercheur et chasseur de papillons avec Serge Berthier. Nous retrouverons Gillian Grève pour parler de design, métier designer bio-inspiré. On va leur demander de nous raconter leur vie, de nous raconter leur parcours. Qu'est-ce que je fais au quotidien? C'est quoi mon métier? On continuera avec métier paysan-chercheur, spécialiste en agriculture bio de conservation avec Félix Noblia. Métier écologue. Voilà un métier dont on parle de plus en plus, et nous aurons la chance d'être avec Blanche Gomez, qui est également présidente de l'Association française interprofessionnelle des écologues, et métier conservateur de réserves naturelles nationales. Nous serons avec Pascal Provost, qui est biologiste et ornithologue, et qui est le conservateur de la réserve nationale naturelle des 7 îles. Voilà, on ira en 5 fois 15 minutes d'interview avec eux pour qu'ils nous racontent leur parcours et leur métier. Merci beaucoup, on se retrouve donc tout à l'heure à 16h30. Merci à tous et à toutes.